Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc, comme Didier vous l'a dit, on vous emmène en Suisse pour vous présenter un projet qui prend place dans le canton de Vaud. On représente aujourd'hui devant vous une association d'aide et de soins à domicile qui s'incarne à travers 49 centres médico-sociaux, donc qui développent des prestations à la fois de soins et des prestations sociales sur tout le territoire du canton. On parle d'environ 88 000 prestations par semaine. Nos véhicules font 14 millions de kilomètres dans un canton qui est une petite partie d'un petit pays. Malgré tout, ça fait beaucoup de prestations et de déplacements pour aller à la rencontre des habitants, qui sont à peu près 1 sur 5 à recourir à nos services à partir de l'âge de 65 ans et qui sont près de la moitié des habitants à partir de 85 ans. Cette association fait, et les CMS qui déploient ces prestations fait face à différents enjeux qui sont relativement similaires à tout ce qu'on peut trouver dans les pays européens. Une évolution démographique avec l'augmentation et le vieillissement de la population, des défis épidémiologiques avec l'évolution des maladies chroniques qui se généralisent, enfin, dont le volume augmente, des défis sanitaires avec les réductions de durée de séjour, avec l'augmentation de la part ambulatoire des prises en charge, avec des lits d'hôpitaux qui ne sont pas extensibles et qui commencent à manquer parfois, et puis une complexité des prises en charge qui font que, comme on travaille encore probablement un peu trop en silo, on se trouve face à un certain morcellement des prises en charge. Ça représente donc des défis importants. Et puis pour déployer une politique qui conjugue une politique de prévention et de promotion de la santé, nous avons fait 2 larges enquêtes auprès de nos clients pour réfléchir avec eux sur qu'est-ce qu'ils attendent en termes de bien vieillir et qu'est-ce que le bien vieillir pour ces clients. On s'est tourné vers les clients de 65 à 79 ans avec 2 larges études. Et les témoignages récoltés nous disent qu'en fait, il s'agit avant tout pour ces aînés d'être en situation de choisir, de conduire son existence de façon autonome. Ils définissent le bien vieillir comme le fait de rester actif physiquement, culturellement, socialement. C'est sortir son chien, marcher, faire du sport, de la musique, aller au cinéma, au spectacle, partager du temps avec la famille, avec les amis. Donc, pour ces aînés, au fond, la santé n'est pas un objectif. Vous voyez dans les mots-clés ici, les aspects santé sont peu présents. Pour ces aînés, la santé, c'est un moyen, c'est une condition. Il mentionne également le besoin d'être mieux informé, d'être formé même en matière de santé pour pouvoir décider, participer aux décisions qui les concernent, pour pouvoir entreprendre eux-mêmes des actions qui ont du sens pour eux. Donc la littératie n'est pas perçue pour eux comme un moyen de préserver la santé, mais plutôt comme un moyen d'augmenter la capacité de décider, de préserver la liberté, le libre arbitre. Donc pour pouvoir accompagner ces clients, cette population dans la réalisation de ces attentes et pour faire face aux enjeux dont je parlais sur le dia précédent, il apparaît nécessaire de changer de paradigme. L'idée de l'initiative qu'on vous présente est donc de transformer notre institution pour passer d'un système de soins, au sens qui dispensait jusque-là des soins et des prestations sociales également, à un système de santé qui agit donc réellement sur les déterminants de la santé. Et c'est pour développer ce programme qu'on a initié il y a 2 ans un virage stratégique avec le soutien de la chaire, un virage qu'on a incarné à travers un programme intitulé Le Bien Vieillir, qui est donc un programme institutionnel, mais qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie politique du canton, qui a lui aussi initié un programme intitulé Vieillir 2030 et qui a lui aussi pour objectif d'agir sur les déterminants de la santé. Donc une parfaite cohésion entre ces 2 stratégies. Et pour agir sur ces déterminants de la santé, les clients eux-mêmes les nomment très bien ces déterminants. Il s'agit du logement d'abord, qui doit être adapté ou équipé. Il s'agit du quartier, de l'entourage, de la famille, de la famille et des liens sociaux. Les CMS ont accès à ces déterminants proximaux grâce à leur enracinement local. Les professionnels des CMS connaissent les clients, connaissent l'environnement des clients,
ont déjà établi des liens, des contacts réguliers, disposent d'un capital de confiance. Donc le CMS et ses professionnels font partie de l'écosystème des personnes, avec l'entourage familial et social, avec l'offre locale, avec les aménagements du quartier ou du village, avec le réseau des autres partenaires, acteurs du social ou de la santé. C'est donc évidemment un acteur clé pour agir sur tous ces déterminants de la santé. Le CMS a un rôle pivot entre les besoins identifiés avec la personne, ses déterminants, ceux qui existent à l'échelon local et les autres acteurs du domaine de santé et social. Donc je le dis avec beaucoup de détermination et de conviction. Vous avez entendu que ma ministre de la Santé et de l'Action sociale est dans la salle, le directeur général de la Santé aussi, donc je le redis. Le dispositif de la VASSAD doit être véritablement considéré comme un levier puissant face aux enjeux de santé publique et de la communauté. Les clients souhaitent être accompagnés dans le développement de leurs compétences en santé pour pouvoir s'engager dans des actions favorables au bien vieillir. Et puis pour y parvenir, il est nécessaire de développer, de renforcer les compétences des professionnels. Le professeur Curie nous l'a dit tout à l'heure, en promotion de la santé, en élaborant notamment un programme de formation à destination des professionnels de la santé. C'est l'objet de ce projet. Alors, quand on parle de développement de compétences en promotion de la santé de l'ensemble des professionnels du dispositif, on parle de formation pas pour les professionnels, mais avec les professionnels. Donc, l'idée, pour nous, elle a été vraiment d'incarner, en tout cas de viser la participation de tous les acteurs concernés autour de cette promotion de la santé. Et sur l'ensemble du territoire, hein, on a environ 7 régions constituées de l'ensemble de ces professionnels hein, qui sont distribués dans les centres médico-sociaux, avec des rôles particuliers, avec des spécificités particulières. Donc, quand on parle intersectorialité, pardon, eh bien, c'est bien de mettre ensemble ces professionnels et de travailler à ces éléments-là afin vraiment de pouvoir décloisonner et faciliter ce décloisonnement tant institutionnel que professionnel. Donc, pour nous accompagner, on a élaboré aussi, on a une équipe de projet qui ce sont des représentants de l'ensemble de ces professionnels et puis qui sont là avec nous et qui font le lien avec le terrain, représentent les pratiques et sont eux-mêmes ressources dans les décisions qu'on a menées ou qu'on a décidées en termes d'élaboration de ce programme de formation. Donc, l'élaboration de ce programme de formation, ben, on a utilisé une méthodologie, hein, si on voulait les personnes participatives, on a vraiment, dès le départ, commencé à élaborer le contenu avec les personnes. Et permettez-moi de mettre peut-être le focus sur les auxiliaires de soins des centres médico-sociaux, ce qu'on appelle les auxiliaires de soins. Je pense qu'ici en France, vous les appelez peut-être aides-soignants, hein, mais c'est toutes les personnes qui délivrent des soins ou font du ménage auprès du client. Et c'est un personnel qui est en fait dans notre dispositif le plus souvent auprès du client quotidiennement et puis qui est vraiment en prise avec la vie des clients. Hein. Et souvent, ce qu'elle nous disait quand on les rencontrait, c'était de dire mais moi, je n'aborde jamais la maladie des personnes. Moi, ce dont on parle avec eux, ben, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité, comment a été la semaine, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, c'est quoi leurs aspérités profondes. Donc, on a vraiment travaillé avec elle en se disant, ben, et puis elle disait très, très clairement, ben, je suis vraiment au cœur du domicile, mais c'est vrai que c'est un personnel qui a assez peu de formation. Au niveau de la promotion de la santé ou le rôle à jouer auprès des clients. Et là, elles ont beaucoup énoncé ces éléments-là. Donc, on a, dès le départ, décidé au niveau de la formation de ces auxiliaires de construire avec elles. Donc, on a réuni un groupe d'auxiliaires en disant, mais ce serait quoi vos besoins en termes de formation et comment on peut répondre à vos besoins. Donc, on a démarré avec elles autour de leur activité. Donc, du moment où elles rentraient chez le client, on appelle client hein, et pas patient dans notre dispositif, et
elles avaient une activité à faire, mais on a avec elles comment identifié un certain nombre de moments clés. Et puis là-dessus, on les a déclinés hein, en modules, on va dire, et on a travaillé sur une forme de podcast. Donc l'idée, c'était de dire, ben, la formation, une auxiliaire, moi, m'asseoir et puis écouter pendant 2 heures quelque chose, pour moi, ça va pas être facile. Donc on a proposé de faire un parcours de formation sur les modalités de podcast. Alors, on a décidé de faire 26 podcasts de 3 minutes avec des thématiques qu'elles avaient décidées. Donc, riche de cette construction-là, on est parti avec les associations. Donc, à chaque fois, construire les contenus aussi avec elles. Donc, on avait 2 groupes à chaque fois qui construisaient les thématiques. Alors, elles ont décidé de faire soit des témoignages, soit des petites scénettes avec les clients qui représentaient en fait l'activité ou leur attitude avec le client. Parfois, il y a aussi des témoignages de spécialistes qui viennent vraiment enrichir, hein. Donc toujours avec ces 3 éléments hein, qu'on a beaucoup entendus, c'était de dire bah, on va valoriser ce qu'on fait parce qu'on fait déjà des choses bien. On va les partager avec nos collègues, donc l'idée de mutualiser et surtout ben, d'enrichir comment on peut aller un bout plus loin, comment on peut se permettre d'aller un bout plus loin. Puis on a créé ces modules avec elles, donc chaque groupe se relisait parmi, complétait, et une fois que ces éléments étaient faits, elles étaient envoyées à la chaire, donc on a beaucoup été accompagnés avec Didier qui venait lui enrichir les éléments, et ça repartait en production pour produire des prototypes. Ces prototypes, en fait, c'était ces podcasts enregistrés sous voie électronique qui étaient testés dans les associations par des auxiliaires qui n'avaient pas participé à l'élaboration et elles-mêmes les écoutaient et revoyaient un petit peu en disant ben ouais non mais là c'est pas du tout c'est pas le langage que j'utilise, non ça je comprends pas, c'est trop complexe. Et puis en fonction de ces remarques on a fait évoluer encore ces podcasts pour gentiment arriver à de la production. La production, au départ du projet, on se disait, bon, ben, peut-être que les auxiliaires n'ont pas forcément envie elles-mêmes hein, d'enregistrer ces podcasts. Et au final, en fait, toutes les auxiliaires qui ont participé à cette élaboration ont souhaité prêter leur voix. Donc, sur le parcours total, on a les voix des professionnels qui travaillent dans le dispositif et qui parlent à leurs collègues. Et cette méthodologie participative, on va dire, on l'a utilisée pour l'ensemble des professionnels. Donc, les infirmiers, diététiciens ont la même formation et on a aussi construit avec eux tout au long, tout le processus. Alors, où on en est aujourd'hui, hein, donc on arrive à bout touchant au niveau des podcasts. Donc, on a 26. On a travaillé aussi pour les professionnels, on appelle ça bachelor. Donc, eux, ils ont deux vidéos. Quand je vous parle des professionnels, ben, c'est l'ensemble, hein, c'est la même formation pour les ergothérapeutes, les diététiciens, les infirmiers, c'est les mêmes vidéos. On a bien sûr en amont travaillé sur des outils, donc le poster c'en est un. Et puis surtout, on a, comme l'a dit Thierry, hein, c'est vraiment une culture, hein, quelque chose qu'il faut faire vivre. Et la formation en elle-même, c'est évident qu'elle ne va pas suffire, mais elle doit s'incarner sur le terrain. Et les cadres, ils ont un rôle majeur hein, pour accompagner, préparer le terrain, préparer le terreau. Donc, on a aussi élaboré un guide pour eux à leur intention où ils ont une présentation déjà pour pouvoir amener le sens et puis travailler avec leurs équipes. Donc, c'est un guide avec des outils d'animation. On a aussi mis des méthodes participatives hein, pour pouvoir faire engager les professionnels dans cette démarche et puis pouvoir ancrer un petit peu les éléments de promotion, puis gentiment comment faire germer hein, cette culture et cette posture de promotion de la santé.
Ce qui reste à faire, eh bien, c'est le volet développement des compétences des clients, hein, parce qu'on aurait voulu, hein, aussi intégrer les clients, hein, dans cette démarche, au fond, puisque c'est quand même au final avec eux qu'on… Et ça n'a pas été possible, mais c'est quelque chose auquel on pense, hein, on a parlé de littératie. Bah, au fond, les relations qu'on a avec le client, on donne un certain nombre de documents. Et puis là, à un moment donné, en début de journée, on a parlé de la responsabilité institutionnelle par rapport à ça. Mais c'est aussi travailler sur cette documentation qui facilite, hein, la compréhension. Peut-être que ça, c'est aussi un volet à développer. Et puis, l'autre aspect, c'est l'évaluation participative. Alors, le projet, il va avoir une évaluation sur son processus, mais aussi l'évaluation participative de toutes ces personnes, hein, qui se sont engagées dans cette démarche pour vraiment pouvoir identifier le potentiel, la potentialité pour des démarches futures. Donc, pour conclure, ben, les freins, hein, ils ont été aussi nommés, mais bon, ce qu'on rencontre, ce qu'on a rencontré, c'est vraiment une remise en question, hein, de ces postures traditionnelles, parce que c'était assez innovant dans l'ensemble de notre institution, hein, de partir avec les professionnels, donc de construire avec eux. Et puis, c'est vrai que les vieux réflexes et la construction de comment… on est plutôt dans je fais et je vous consulte, hein, et puis après, donc là, effectivement, c'est un des aspects qu'il faut nourrir. Et puis le risque aussi d'épuisement des parties prenantes, parce que ben oui, ça engage, et c'est des professionnels qu'on va chercher sur le terrain et qui doivent aussi comment donner un bout de leur personne. Donc, sur le temps, hein, on a dit, hein, c'est de l'investissement au niveau du temps. Donc, vraiment, le risque d'épuisement, il est quand même là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comment nourrir pour que la flamme continue. Mais les retours qu'on a, en tout cas, c'est vraiment les leviers, hein, c'est que ça a fait un effet multiplicateur. Donc, les gens qui se sont investis dans dans ce projet ou dans cette démarche reviennent dans leur équipe, hein, et pour parler des auxiliaires, souvent disaient, mais moi, je vais en parler à mes collègues, je vais en parler à mon cadre. Donc, pour le cadre, c'est aussi un soutien, hein, pour pouvoir travailler stéro et puis permettre aussi convaincre les collègues que ça a du sens et puis que ça correspond à leurs besoins, hein. Nos perspectives, c'est la client, travailler un peu plus près avec les clients. Et puis, le gros challenge là qui va venir, ben, c'est de faire vivre, hein, ce bien vieillir dans les CMS, notamment autour de cette culture, hein, la formation, c'est un premier pas. Et ben, je trouvais bien de finir aussi cette présentation par une parole d'une auxiliaire qui disait, ben, moi, telle une pelote de laine, je tire le fil et découvre une multitude de facteurs qui influencent la santé du client et qui comptent pour lui. Mon rôle, c'est bien plus que de mettre des bas ou de faire le ménage.